On peut l'expliquer tout simplement par la nature des fonds marins qui sont faits de sable. Vous avez beaucoup de tempêtes et à chaque fois le sable bouge. Et donc, on plonge après chaque tempête pour vérifier s'il y a de nouvelles découvertes. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom, avec le docteur Emmanuel Nantet, qui est archéologue au sein du département des civilisations maritimes à l'université de Haïfa. Docteur Emmanuel Nantet, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous a sollicité, grâce au concours d'Eliana Gurfinkel, pour évoquer cette découverte tout à fait étonnante. Hier, on va dire, dans la mer, à quelques mètres du littoral, un Israélien a plongé et a découvert une épée qui remonterait à plus de 900 ans, à l'époque des croisades, et qui a été découverte comme ça, on va dire, sur le sol maritime. Comment peut-on expliquer d'abord une telle découverte ? On peut l'expliquer tout simplement par la nature des fonds marins qui sont faits de sable. Vous avez beaucoup de tempêtes et à chaque fois le sable bouge. Et donc, on plonge après chaque tempête pour vérifier s'il y a de nouvelles découvertes. Cela s'explique aussi par une forte pratique de la plongée sous-marine chez les Israéliens. Donc, vous avez beaucoup de plongeurs, des plongeurs amateurs, comme c'est le cas ici, et qui ont tout de suite, dans le cas présent, c'est un parfait exemple, qui ont tout de suite alerté la direction des Antiquités, alors que dans d'autres pays, peut-être où la direction des Antiquités n'a pas, un service aussi développé, disons que les découvertes sont moins souvent, déclarées à ce service. Alors, est-ce que c'est fréquent que ça arrive ? Vous nous donnez l'impression que c'est un peu fréquent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une sorte de tempête au large des côtes israéliennes, alors on a des chances de retrouver des objets, des restes, des objets datant de plusieurs siècles ? Tout à fait. C'est une côte qui est difficile pour la navigation. Il y a beaucoup de tempêtes et à chaque fois, ça remue le fond de la mer. Vous avez du sable qui se déplace, d'énormes quantités de sable qui se déplacent. Et là, effectivement, vous avez donc des archéologues qui plongent pour vérifier, pour essayer de découvrir de nouvelles choses, effectivement. C'est pas spécifique à l'État d'Israël ou à la configuration du golfe de Haïfa. Il y a de ce genre de ce type de découverte, par exemple, dans les autres pays avec de larges littoraux, des littoraux importants, la France, l'Europe. On trouve aussi de ce genre de découverte dans les autres pays. Disons qu'en Israël, c'est une côte sableuse. Vous avez beaucoup de sable. Donc, à chaque fois que vous avez des tempêtes, ça remue le sable. Alors que dans d'autres pays, vous n'avez peut-être pas autant de côtes sableuses. En France, vous avez beaucoup de côtes rocheuses, je dirais. Et évidemment, la configuration est très différente. Alors, comment d'abord on arrive à chiffrer on a parlé d'un glaive qui remonterait à il y a 900 ans, on parle des croisades. Comment on arrive à retrouver exactement la date d'origine de cet objet ? On arrive à déterminer la date d'origine de cet objet par comparaison avec d'autres épées qui ont été retrouvées en Europe, notamment des épées, de la même forme, qui présentent la même forme. Et ceux qui sont spécialistes, les archéologues qui sont spécialistes de l'armement à l'époque médiévale, parviennent à déterminer la date de production de cette épée, qu'ils ont donc pu attribuer à une production européenne, donc du XIIe siècle certainement. Alors là, quelle est la procédure à adopter lorsque l'on découvre un tel objet ? Est-ce que par exemple tout de suite après, je suppose peut-être dans les prochains jours, on va retirer les couches d'algues, de coquillages que l'on a vues autour de cette épée pour essayer de mieux la mettre en évidence ? Alors si effectivement on trouve un objet donc significatif, important sous la mer, il faut tout de suite informer la direction des Antiquités. Eux seuls sont habilités à déterminer la procédure à suivre dans ce genre de situation. Mais comment ça se passe en général, vous qui avez une certaine expérience en la matière, peut-être, est-ce que on retire, on va dire, tout ce que la mer a apporté au fil des siècles ?
Pour l'instant, il ne faut toucher à rien. Quand on trouve un tel objet sous l'eau, on ne touche à rien et on appelle la direction des antiquités parce que eux seuls savent ce qu'il faut faire. Et la situation est toujours un petit peu différente selon les cas. Alors là, c'était à proximité de Haïfa, mais il y a des zones, par exemple, dites-moi si je me trompe, parce que j'ai eu l'occasion une fois de plonger dans la région de Césarée. À Césarée aussi, il y a des ruines antiques qui datent de l'époque romaine. Est-ce que là aussi, on trouve régulièrement, vous savez, si on fait des découvertes aussi impressionnantes que celle-là? Tout à fait. À Césarée, vous avez donc un grand port qui a été construit par Hérode. Effectivement, vous avez eu des fouilles importantes qui ont été menées au cours des dernières décennies dans le port de Césarée. Et en ce qui me concerne, j'ai pu fouiller il y a 2 ou 3 ans une épave romaine qui se trouvait au nord du port de Césarée. Et c'était exactement le même type de problème que celui qu'on vient d'évoquer, à savoir que régulièrement, l'épave était réensevelie constamment sous d'épaisses couches de sable, parfois 50 cm de sable, 1 mètre de sable, à l'occasion d'une seule tempête. Et évidemment, tout cela complique considérablement les fouilles. C'est-à-dire que vous fouillez pendant 1 à 2 semaines, et au moment où vous atteignez la coque, au moment où vous pouvez commencer à l'étudier, que se passe-t-il? Vous avez une tempête et qui apporte 50 cm de sable d'un seul coup. Et effectivement, tout cela rend ces opérations extrêmement difficiles. Vous-même, vous êtes vous-même un plongeur? Vous êtes régulièrement dans les fonds marins? Oui, je plonge beaucoup durant l'année. Je plonge donc à Césarée. J'ai l'occasion aussi de diriger une opération subaquatique dans le lac de Tibériade. Nous avons effectué en juin dernier la première fouille subaquatique dans le lac de Tibériade dans l'histoire d'Israël. Et j'ai l'occasion aussi. Je suppose que là aussi, on découvre parce que là il n'y a pas de tempête. Là, donc finalement, qu'est-ce que l'on peut découvrir de plus dans le lac de Tibériade qui n'a pas encore été révélé? Alors, on découvre tout autour du lac de Tibériade, vous avez des ports ou des mouillages qui avaient été identifiés au moment où où le niveau du lac était bas, puisque comme l'eau avait baissé, ça avait pu révéler donc un certain nombre de sites tout autour du lac. Et comme l'eau du lac a remonté, comme vous le savez récemment, cela a réimmergé un certain nombre de sites qui étaient, je dirais, immergés déjà dans l'Antiquité. Donc à partir de là, ça nous oblige à plonger dessus pour pouvoir les fouiller. Quel est l'objet le plus impressionnant que vous ayez découvert dans le cadre de vos recherches? J'en citerai 2. Le premier, c'est l'épave de Césarée, une coque de bois. Vous imaginez un fragment de coque de 10 mètres plus de 10 mètres sur environ 3-4 mètres, tout en bois. C'est absolument magnifique. Et l'autre élément, c'est le... Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Comment on peut conserver? Le bois se maintient sous l'eau de tant d'années? Le bois se maintient sous l'eau, effectivement, davantage dans l'eau douce que dans l'eau de mer, mais il se maintient d'autant plus s'il est enseveli sous une couche de sédiments, sous une couche de sable. D'où l'intérêt d'où le fait que le long des côtes israéliennes, avec cette sédimentation très importante, cet apport de sable très important, les éventuelles épaves sont recouvertes assez rapidement d'un manteau protecteur, d'une couche protectrice de sable qui permet donc de les protéger. Et c'est ce qui explique qu'on ait découvert un certain nombre d'épaves le long des côtes israéliennes au cours des dernières décennies. Et la deuxième, que vous parliez de 2 objets que vous avez retrouvés? La deuxième, c'est le caisson en bois, la boîte en bois qui a permis de couler du ciment à Tibériade, sur le site que nous sommes en train de fouiller, pour construire une jetée, un môle en ciment qui permettait de prolonger le rempart de la ville de Tibériade dans l'Antiquité, à l'époque byzantine plus précisément.
Eh bien, docteur Emmanuel Lantet, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier. On n'en parle pas souvent, mais c'est très intéressant. On parle beaucoup d'archéologie régulièrement lorsqu'il y a des découvertes, mais d'archéologie maritime, c'est moins fréquent. Mais là, on avait cette occasion, c'était l'occasion d'en parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous, au revoir.